Mais bon, vous avez vu le nombre de personnes que nous avons auditionnées juste avant vous, Madame la Présidente Directrice Générale, Mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous apporter voilà, votre constat. Mais ça, je crois qu'on le connaît plus ou moins d'ores et déjà. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer que nous puissions faire à vos côtés pour faire prendre conscience à cet exécutif, non seulement de la gravité de la crise, mais surtout qu'il change peut-être de logiciel et qu'on arrête une fois pour toutes ce qu'on entend de façon récurrente depuis 2017 et encore plus depuis 2022, du style, ben voilà, le logement est une rente, le marché va se réguler tout seul et naturellement, ou le logement coûte trop cher et cette politique du logement, regardez, il y a toujours autant de personnes qui sont mal logées et pourtant on dépasse toujours plus d'argent dans le logement. Donc c'est aussi à travers cette mission d'information que nous conduisons depuis la mi-décembre sur la crise du logement, puisque le président du Sénat a souhaité que la Commission des affaires économiques s'empare de ce sujet, mais pour parler véritablement de cette crise du logement. Et comme nous avons l'habitude de le faire au Sénat, nous travaillons sur ces sujets-là, mais sur bien d'autres de façon transpartisane. Et donc, nous sommes toutes les trois rapporteurs de cette mission d'information. Nous souhaitons rendre notre rapport dans le courant du mois de mars. À partir de ce rapport, soit nous avons deux possibilités, soit rédiger une proposition de loi avec tout ou partie des propositions ou des mesures que nous aurons pu rassembler dans le cadre de ce rapport, soit nous pensions au moment où nous avons lancé cette mission d'information, puisque nous avions encore à l'époque un ministre délégué au logement et puisque ce ministre-là ne cessait de nous parler de la grande loi sur le logement qui était prévue pour arriver dans le courant du mois d'avril, nous étions dit aussi que ça pourrait être un bon véhicule pour y intégrer tout ou partie de ces mesures que nous pourrions mettre dans ce rapport à travers des propositions d'amendement. Bon, aujourd'hui, les cartes sont quelque peu rebattues, d'abord parce que pour l'heure, on n'a toujours pas de ministre délégué au logement. Bon, j'espère que ça ne tardera plus trop. Et puis surtout, je pense que sans avoir d'informations précises, le calendrier tel qu'il avait été annoncé me paraît un petit peu compliqué pour que au mois d'avril nous ayons cette grande loi sur le logement, mais peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc aujourd'hui nous travaillons en essayant d'auditionner le spectre le plus large possible qui intervient sur le marché du logement, mais au sens large du terme, puisque bien sûr d'abord et avant tout les acteurs du logement dont vous représentez une partie importante, mais on a aussi d'ores et déjà auditionné des chercheurs, des experts, et puis aussi, par exemple, la Direction générale du Trésor. Enfin, donc on va continuer à auditionner. On a auditionné l'OCDE, enfin, pour essayer d'avoir un petit peu, voilà, un spectre très large, avec aussi des informations sur ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre. Donc, en tout cas, on est très, très heureuse de vous accueillir, Madame Véronique Bédague, présidente directrice générale de Nexity, le plus gros promoteur immobilier, parce que vous êtes une personne qui fait référence en la matière, parce que vous avez été, avec Christophe Robert, co-animatrice de ce fameux Conseil national de la refondation, qui a suscité certainement beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais qui malheureusement a été, abouti à énormément de frustration, puisque je crois pouvoir dire que toutes les personnes qui avaient travaillé pendant de longs mois dans ces groupes de travail à vos côtés et qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, tout a été quasiment balayé d'un revers de la main. Et donc, c'est particulièrement préoccupant. Et puis, parce qu'on vous voit encore vous exprimer fort heureusement. Je lisais votre interview dans la tribune d'hier. Et ce matin, vous étiez, je crois, à France Info aussi, où vous avez des propos qui percutent et en tout cas qui ont le mérite de pouvoir faire bouger, si j'ose dire, le cocotier ou essayer de renverser la table pour qu'on ait enfin cette prise de conscience. Donc, il y a déjà quasiment un an,
jour pour jour. Vous étiez auditionné par la Commission des affaires économiques en réunion plénière. On parlait déjà de crise du logement, sans peut-être voir combien elle allait rapidement encore plus s'aggraver. Et vous aviez déjà employé des mots forts pour en appeler à l'État stratège par rapport à une crise que les seules mesures conjoncturelles, forcément limitées, ne peuvent pas endiguer. Aujourd'hui, quel est votre regard sur la situation du logement dans notre pays où la crise paraît s'être approfondie déjà pour 2024, mais on peut être aussi malheureusement pessimiste déjà pour 2025, voire même jusqu'en 2026, année des élections municipales. Donc je le disais, vous êtes à la tête d'un des principaux acteurs de l'immobilier, agissant sur presque tout le spectre. Comment la crise se traduit-elle pour votre entreprise et comment la voyez-vous évoluer? Enfin, nous sommes à l'écoute de vos propositions. Alors bien entendu, certaines ont pu être débattues au sein du CNR. Mais sans doute ne faut-il pas s'y limiter. Je crois qu'on a beaucoup entendu parler du bailleur du statut privé, du statut du bailleur privé, mais bon, qui ne débouche sur rien, même si tout le monde le dit haut et fort. J'ai personnellement l'intuition que le logement est arrivé au bout d'un cycle économique, mais aussi de pensée, et qu'il nous faut peut-être chercher des solutions en dehors du cadre plus traditionnel tel qu'on avait l'habitude de l'imaginer. Suite à l'audition la semaine dernière du chercheur François Rochon, qui a souligné combien le logement était devenu une politique silencieuse, réduite à des questions techniques et dont les grands choix ne sont plus débattus. Je me demande s'il ne faudrait pas lancer l'écriture, alors peut-être faut-il pas employer ce terme, mais c'est le plus facile et compréhensible, d'un livre blanc sur le logement. Il n'y en a pas eu depuis 1975. Bien entendu, cela ne devrait pas être un nouveau rapport parmi d'autres, mais comme on le fait en matière de défense, la volonté à partir d'un état des lieux et d'une analyse des risques de définir les objectifs et de préparer des décisions pour les 5 ou 10 ans à venir, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Nous, on le sait, la politique du logement, elle s'inscrit dans le temps long, et malheureusement, on est toujours sur du court terme, à travers des mesures conjoncturelles qui viennent un petit peu panser quelques plaies de ci, de là, mais qui ne donnent pas ni de perspective, ni de visibilité, ni quelque part une stabilité. Des outils effectifs étant à la clé dans une loi peut-être de programmation. Compte tenu de votre expérience de l'État, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous laisse la parole sans plus tarder. Et ensuite, mes collègues que j'ai oublié de vous présenter, Amel Gacquer, qui est sénatrice centriste du Pas-de-Calais, Viviane Artigalas, sénatrice socialiste des Hautes-Pyrénées, et moi-même, sénatrice LR des Alpes-Maritimes, ne manqueront pas de réagir à vos propos. Voilà, je vous laisse la parole, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Monsieur, vous avez déjà dit beaucoup de choses et au fond, en venant à cette audition, je me disais, elles savent déjà tellement de choses, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apprendre ? Donc c'est un peu comme ça qu'on a tenté de réfléchir, on va redire des choses un peu générales et puis j'ai choisi aujourd'hui de parler plutôt de l'investissement, du logement comme investissement, si vous le voulez bien, Alors au fond, pour répondre à votre question sur le livre blanc, moi, quand je regarde en arrière et que je regarde le CNR, parce que vous l'avez dit, quand même, il y a eu beaucoup de... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce moment, je dois vous le dire, parce qu'il y avait une vraie énergie très positive d'un secteur qui, dans toutes ses composantes, s'est beaucoup mobilisé, qui pensait qu'il allait se passer quelque chose, puisqu'on nous avait demandé de... Bon. Moi, je pense que rétrospectivement, ce qui nous a manqué quand même, ce qui n'a jamais été possible de faire, c'est un vrai diagnostic sur la situation. C'est un peu bête quand même. Nous sommes, nous, convaincus, mais c'est parce qu'on est au contact, au fond, de nos clients, dans les agences, qu'il y a besoin de plus de logements dans ce pays, qu'il y a aussi des gens mal logés et que ces sujets doivent être traités. Mais vous savez aussi qu'il y a, je pense que ça n'est pas un secret, une partie du gouvernement qui pense qu'il n'y a pas de problème de logement. Enfin, c'est quand même... Donc déjà, ça commence pas bien, enfin, quelque part. Et moi, à chaque fois, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que, vous voyez bien, à chaque fois, je mets des choses sur la table et j'espère que quelque chose va me revenir en disant « Mais non, Véronique, tu dis des bêtises, c'est faux, tes calculs ne sont pas justes. » Ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que je mets des choses sur la table en espérant un retour et au fond, ce retour ne vient jamais. Donc moi, je pense que l'avantage d'un livre blanc, ça serait de poser le diagnostic. Est-ce qu'il y a besoin, au sortir du tableau Excel où on nous explique avec 4 données que,
Au fond, ce qu'on a eu quand même au début du CNR, vous vous en souvenez, hein, que vous avez dû déjà avoir aussi dans vos auditions. Bon. Donc moi, je pense que l'avantage d'un livre blanc, malgré tout, c'est de faire ce diagnostic. Chacun a son avis, mais il n'y a jamais de moment où on tente de trouver un consensus sur la demande de logement en entendant tout le monde. La demande de logement, ça dépend de savoir si on fait une politique d'aménagement du territoire ou pas quand même. Hein. Ça dépend de savoir de quel type de logement on parle. Ça dépend de savoir aussi si vous souhaitez travailler, si on souhaite prendre en compte le fait qu'il y a quand même des gens qui vivent dans des conditions qui ne sont pas décentes et qu'il faut les travailler. Et puis quelquefois, quand les gens travaillent dans des façons pas décentes, il ne suffit pas de faire des travaux, il faut restructurer vraiment. Donc je pense que ce sujet de diagnostic n'a pas été, et on entend tout, et l'inverse de tout, et le contraire de la première proposition. Moi j'entends qu'on a besoin de 200 000 logements par an dans ce pays, d'ailleurs on y arrive, hein, donc ça va le faire très bien. D'autres disent que si on regarde tout, c'est plutôt 450 000. Enfin, je pense que quand même la question de savoir si on a besoin de logements supplémentaires neufs ou rénovés dans ce pays est une question. Deuxième question, vous avez raison, quels objectifs ? Moi, je commence à être une vieille dame et donc j'ai probablement des convictions un peu vieilles, mais je trouve que une politique d'aménagement du territoire, ça a du sens. Ça parle au territoire. Ça peut éventuellement rééquilibrer le territoire. On a quand même un territoire qui commence à se pencher comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des habitants qui descendent, pardonnez-moi, Madame la sénatrice, du nord et de l'est pour aller sur les côtes et dans le sud. Oui, mais pourquoi ? Enfin, est-ce que ça se travaille ? Donc moi, je pense que quand même tous ces sujets doivent être mis sur la table. Et puis après, une fois qu'on est d'accord sur le diagnostic et les objectifs, je pense qu'on peut faire confiance aux administrations pour trouver des bonnes solutions, on va dire. Mais forcément, les administrations ne cherchent pas de solution si elles pensent qu'il n'y a pas de sujet et que on ne sait pas où est le chemin parce qu'il n'y a pas de sujet. Donc c'est un petit peu ça c'est un peu ma réaction à l'idée de livre blanc. Et je pense que pour le coup, le Parlement dans son ensemble a dans le moment un vrai rôle à jouer. C'est la courroie de transmission des territoires. Enfin, je pense que c'est le moment de le faire, hein, au fond. Hein, puis il faut vous rencontrer quand même des habitants tous les jours. Vous avez des permanences. Je pense que... Parce que moi, ce que je dis n'est pas entendu. Donc je pense que malgré tout, la parole d'élu est plus forte. Enfin, il faut l'espérer. Alors, donc, si on revient sur le logement et sur ce que j'entends, en fait, vous savez bien qu'il y a deux sujets. Le sujet le plus dur étant la crise conjoncturelle. Et à cette crise conjoncturelle, on nous répond toujours sur les éléments structurels de la crise. Les éléments structurels, vous les connaissez, je les rappelle. Dans notre pays, mais c'est vrai dans tous les pays développés, je ne sais pas si vous avez vu, le Canada, par exemple, commence à refuser des étudiants étrangers parce qu'ils n'ont pas de logement. Donc dans tous nos pays développés aujourd'hui, le logement est un bien rare et donc cher. Donc rare et cher. Il y a, de mon point de vue, quand même 3 grands sujets qu'il faut traiter, qu'il faudra traiter à un moment. D'abord, quand même traiter le sujet de la densité. Comment est-ce qu'on gère les sujets de densité ? Si on veut construire des logements, et moi, je vais vous dire, je considère que même la ZAN est un sujet, mais le ZAN est un sujet, mais ce qui est un sujet, c'est surtout que les gens doivent avoir accès à des transports en commun aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, la question de la densité se pose. On sait tous, hein, vous êtes des élus, vous savez très bien qu'une partie de nos concitoyens ne veulent pas de plus de densité. On ne leur a pas... On ne réussit pas à leur vendre une densité. Une densité, quand je parle de densité, ce n'est pas des trucs à 40 mètres, hein, c'est quand même 5 étages. Voilà. Et donc ce sujet de la densité est un sujet qui doit être traité. On ne peut pas dire il y a de la non-artificialisation nette et ne pas traiter le sujet de la densité. Sinon, c'est mathématique. Hein. Si ça ne s'étale pas, ça doit monter un peu. Et quand je dis monter un peu, c'est quand même pas extraordinaire. Hein. Ou alors ça monte beaucoup et on a des espaces verts, ce qui peut aussi être un sujet. Mais je pense que c'est un sujet de société qui doit être traité en tant que tel. Il faut que la société trouve un consensus et qu'on soit capable de l'expliquer. Donc ça quand même, ça reste. On dit les maires ne donnent pas de permis, c'est pas à vous que je vais apprendre que les maires donnent des permis quand ils sentent pouvoir les donner. S'il a tous ses habitants contre lui, alors j'ai de vaillants combattants, mais enfin quand même, à un moment c'est compliqué. Quand tout le monde est contre le permis, le maire, il se dit on va faire des choses plus consensuelles quand même. Même s'il y a des maires qui se battent, hein, je ne dis pas du tout. Mais voilà, donc il y a ce sujet de la densité qui va se renforcer avec le sujet du ZAN qui doit être traité. C'est un sujet social important.
Il y a un deuxième sujet qui, de mon point de vue, et c'est là où on voit que le secteur du logement touche profond dans l'action publique, on ne réglera pas le problème du logement si on ne règle pas le sujet, au fond, du financement des collectivités territoriales. Les maires, quand on arrive effectivement avec des projets de logement, ils se disent mais vous êtes bien gentil, mais il va me falloir tant de crèches, il va me falloir tant d'écoles. Donc vous savez, dans les projets de promotion, on finance une partie de l'investissement dans ces écoles et dans ces crèches, mais après il faut quand même recruter les personnes, faire fonctionner. C'est des budgets de fonctionnement très lourds. Certains peuvent le faire, certains ne peuvent pas le faire. Et autrefois, il y avait quand même la taxe d'habitation qui disait au fond, voilà, ils arrivent, voilà, machin, et je vais pouvoir... bon, là, ça n'existe plus. Moi, je pense que... alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas les solutions. Mais je pense que quand même, le lien entre plus d'habitants et plus de ressources doit avoir une réalité au-delà de la DGF. Parce qu'à DGF, on a tous vécu. Hein. Un jour, on vous dit bonjour, vous n'avez plus de DGF parce qu'il y a plus d'habitants. Puis l'année d'ensuite, il y a un problème de péréquation de je ne sais pas quoi. Et votre DGF baisse. Tout le monde l'a vécu. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut accepter de traiter le sujet du financement des budgets des collectivités qui financent ces équipements. Parce que sinon, on a des maires qui nous disent écoute, Véronique, ben voilà, moi, j'ai plus les moyens, je préférerais une résidence pour personnes âgées. C'est assez bête ce que je suis en train de dire, ou peut-être une résidence étudiante éventuellement. Mais là, des familles, moi, j'ai plus les moyens de financer ça sur mon budget de fonctionnement. C'est une réalité. Donc, je pense que ce sujet doit être traité et c'est pas un sujet simple. Troisième sujet, quand même, on va se dire aussi les choses. Il y a, pour les permis d'une certaine taille, obtenir un permis, c'est devenu une course en sac. Vraiment. C'est très très long, c'est très coûteux, le temps coûte, hein. On a oublié, le temps n'a rien coûté, maintenant le temps coûte. Et honnêtement, le nombre de normes qui se succèdent les unes derrière les autres, mais ça me rappelle, j'ai l'impression d'être à la télé aux 20h là, hein. Les normes qui se succèdent, le fait qu'on a, et nous on n'a pas l'Europe, à ce stade nous n'avons pas, non mais moi je vous le dis, hein. Mais moi, je vois même l'État quelquefois avec un préfet qui me dit il faut y aller, et puis une mission dans le corps de l'État qui envoie un truc en disant mais c'est pas possible, ça répond pas. Et on se dit mais comment je fais là? Et le maire qui est d'accord. Voilà, bon, les recours, c'est encore à la fin, mais même dans l'instruction elle-même du permis, des études qu'on vous demande, alors que franchement, il n'y a pas d'objet, mais malgré tout, comme tout le monde se protège un peu, ben, on me reprochera peut-être de ne pas l'avoir demandé, du coup, je la demande. Et ça joue hein, quand même dans le coût du permis. Le temps qu'on y passe, le nombre d'études, voilà. Donc c'est quand même une course en sac et je pense qu'il va falloir, alors c'est très compliqué en réalité la simplification, mais accepter que l'État ne parle que d'une seule voix sur tous ces sujets. Alors l'État, à la fin du jour, si on lui demande, parle d'une seule voix. Mais il faut solliciter le préfet. Alors le préfet est l'homme qui finit ou la femme qui finit par ne parler que d'une seule voix. Mais dans la conduite naturelle des affaires, honnêtement, l'État a plusieurs voix. Il y a des collectivités aussi qui demandent beaucoup d'études, qui changent d'avis. Il faut d'abord présenter une commission pour être sûr d'avoir l'autorisation de déposer votre permis. Ça existe. Une fois que cette commission vous a donné par un PV l'autorisation de déposer votre permis, vous n'êtes peut-être pas sûr d'obtenir votre permis. Enfin, je crois que ce dont je crois on ne se rend pas compte, c'est que tout ça se termine dans le coût du projet. C'est-à-dire que si on veut aussi réduire le coût d'un logement, il va falloir resserrer les procédures, il va falloir accepter que l'État ne parle de... Puis peut-être hiérarchiser les procédures. Hein. Parce que c'est pour ça que c'est intéressant l'agriculture, c'est que vous prenez chaque étude séparément. Vous dites quand même, c'est pas idiot, c'est un sujet, il faut le traiter. C'est juste la somme qui s'accumule de ces procédures. À la fin, vous êtes là et vous-même, vous vous retrouvez dans des instructions contradictoires. Donc ça me rappelle un peu d'autres sujets dont nous avons pu entendre parler. Voilà. Donc je pense que tout ça explique pourquoi aujourd'hui c'est un produit rare et cher. Et je me dis aussi que c'était pas ce que je pensais avant, mais plus j'avance, plus je me dis qu'il va falloir quand même trouver un moyen de réguler le foncier. Le foncier, avec la non-artificialisation nette, devient un bien d'une nature particulière. C'est pas facile, hein. J'aime plutôt les règles de marché parce que je trouve que quand même elles équilibrent. Mais quand même, si on ne fait rien du tout, l'histoire risque de très mal se terminer parce que le foncier va devenir de plus en plus cher. Vous êtes un propriétaire foncier, il n'y a plus de possibilité de s'étendre. Donc moi, je pense que quand même, quelque part, et c'est pas facile, hein, parce que comment on fait, c'est quand même une autre affaire, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire autour du contrôle du coût du foncier. Donc ça, c'est un sujet structurel.
dont souvent le président, quand il parle du logement, ne retient que le troisième élément, simplification, qui est devenu un petit peu le mot magique quand même. Donc la simplification, c'est un sujet, ça ne va pas tout régler. Voilà. Et puis nous avons un sujet conjoncturel qui est quand même d'une folle violence. L'autre jour, quelqu'un me disait... au fond, tu vois bien que quand les préfets prennent la main, quand l'État prend la main, les Jeux Olympiques, on fait vite. Eh bien, ce qui est vrai, mais enfin, on était sur un territoire aussi en reconversion, c'était plus facile. Voilà. Et puis, je leur ai dit, oui, vous avez raison, c'est vrai que c'est allé très vite. En même temps, là, les JO, c'est un merveilleux... comment dirais-je ça montre à quel point les entreprises françaises, quand elles veulent, elles font des trucs extraordinaires. Vous n'entendez pas parler de retard, c'est quand même incroyable. Les délais étaient très tendus. Le problème, c'est que nous, tout ce qu'on a vendu en bloc, on l'a vendu, mais ce qu'on vend au détail aujourd'hui, il n'y a pas d'acheteurs. Nous, on n'a pas mis en vente, mais nos concurrents et amis qui ont mis leur logement en vente ne trouvent pas d'acheteurs. Ça montre que malgré tout, même la rapidité des procédures ne règle pas le sujet conjoncturel. Donc on a un gros sujet conjoncturel. Vous en connaissez les métriques. C'est essentiellement une hausse très rapide des taux d'intérêt. Nos concitoyens empruntaient un peu plus de 1, ils empruntent aujourd'hui à 4,1, j'ai envie de dire. Le taux qui a légèrement baissé depuis le mois de novembre, de 0,2 points, mais enfin c'est insensible. Mais enfin ça, c'est plutôt en train de baisser, c'est ça qu'il faut retenir. Évidemment, c'est entre 25 et 30% de pouvoir d'achat en moins. Il y a eu, pour plein de raisons, aussi un très fort ralentissement de la production de prêts bancaires, à la fois parce que certains ne pouvaient plus s'offrir au fond cet immobilier, aussi beaucoup parce que les banques perdaient de l'argent, puisque avec le taux d'usure, en réalité, le taux de prêt immobilier ne montait pas aussi vite que le coût de leurs ressources. Bon, là, en 2 ans, la production de prêts immobiliers a été divisée par 2. Et ça, il n'y a pas de mystère. Sur le logement neuf, moi j'ai peu de personnes, je vous le dis, qui arrivent en me disant bonjour, on achète l'appartement cash. Les gens ont besoin de... Voilà, ils sont en accession, ils sont en investissement, ils ont besoin d'emprunter. Donc ça, évidemment, c'est un choc très très fort. Et vous voyez bien que les banques aujourd'hui disent, ben voilà, on s'y remet, on y va, il n'y a plus de clients. Tous les Français qui l'année dernière voulaient faire de l'emprunt immobilier se disent bon ben voilà, il n'y a pas moyen, donc il y a un fort attentisme. Ça va avoir des traductions très violentes sur l'immobilier neuf. C'est pire que ce que je vous disais il y a 1 an. C'était encore plus violent. Moi, je me souviens au mois de mars, j'étais allée au ministère des Finances. On me dit vraiment, vous exagérez, les ordres de grandeur ne sont pas les bons. Non, mais les ordres de grandeur, c'était pas les bons, mais pas dans le bon sens. La crise a été beaucoup plus violente. Les prêts immobiliers se sont arrêtés beaucoup plus vite. Les chiffres de l'AFP vont sortir dans quelques semaines. Je pense qu'en 2 ans, on était à 160 000 logements collectifs il y a 2 ans. Et ce n'était pas un haut historique. On est entre 80 et 90 000 là, cette année et l'année dernière. C'est ça l'ampleur de la réduction. C'est divisé par 2. Et à l'époque, il y a 2 ans, la maison individuelle, c'était à peu près le même montant. C'était moitié-moitié. La maison individuelle, je ne sais pas où c'est, mais c'est encore moins que ça. C'est un effondrement absolu, puisque de toute façon, on a dit que ce n'était pas bien. Donc ça, c'est pour l'année 2023. Ça va évidemment... Donc pour l'instant, ce sont les promoteurs qui reculent. Moi, je vais être obligée de réduire ma force de production de logement, ce qui m'arrache le cœur, parce que ce n'est pas comme si je pensais qu'il n'y en avait pas besoin. Enfin, il n'y a pas de demande... voilà. Et puis, ça va se traduire... moi, j'ai toujours dit, derrière, il y a le bâtiment, il y a les ressources de l'État. Ça va se traduire à plein sur le BTP quelque part au mois de septembre. Nous, on ne fait travailler pour l'essentiel que des petites entreprises régionales. Donc, moi, donc, vous avez vu que les taux de... Comment dirais-je? Les taux de faillite a beaucoup grandi dans le secteur. Moi, je commence moi-même en tant que patronne de Nexity à avoir des petits que je connais, qui me disent « Véronique, s'il te plaît, fais-nous travailler ». Là, au S2, on n'a plus de boulot. Mais vous imaginez, si nous, on se retire de 50%, si les maisons individuelles se retirent de Paris, vous imaginez le nombre d'emplois qui vont... Parce que nous, on a calculé 150 000 sur BTP, mais je ne me suis pas occupée de ce qui se passait sur les maisons individuelles. Et l'ampleur du choc ne doit pas être tellement... Voilà, donc s'il y a un choc d'une très grande violence, évidemment, moi j'ai toujours considéré que la production de logements neufs, c'était aussi une respiration
de l'existant. On est à peu près sur 36 millions de logements existants. Le logement neuf, à l'époque, c'était 360 000. Bon, là, on est bien gentiment aux alentours de 200 000, donc ça va être vite réglé. Ça, c'est 1% de l'existant. Pour moi, c'était la respiration. C'est ce qui permet à certaines personnes qui veulent sortir du logement social de sortir. Ça permet à des gens qui sont dans le bail privé de sortir. Et ça permet du mouvement. Aujourd'hui, tout est bloqué. L'accession étant... Je vous donnerai un peu les ordres de grandeur, mais l'accession est en train de tomber. On voit bien que... Mais c'est tout ce que j'avais dit. C'est ce qui est terrible, c'est que le truc se déroule exactement comme je l'avais dit. C'est-à-dire que, grosso modo, aujourd'hui, dans les agences immobilières, vous avez 2 fois plus de demandes de location avec 20% d'offres en moins. Emmanuel Cos l'a dit, l'année dernière, on est passé, je crois, c'est 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux, plus 7%. Elle me dit, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sur tout le territoire. Donc, l'ensemble du système est en train de se bloquer. Je pense que c'est vraiment le moment de faire quelque chose. Voilà. Pour vous dire un petit peu sur le logement neuf, donc sur les 165 000 qu'on produisait il y a 2 ans et qui vont bientôt se terminer, alors je ne sais pas où, aux alentours de 200 000. Je pense que, en fait, il y avait un bloc. Cette production, elle avait 3 grands types d'acheteurs. Un tout petit tiers, plutôt 25%, c'était les bailleurs sociaux. Alors, moi, là, pour le coup, vous avez eu Action Logement avec nous. Moi, je tire un grand chapeau, je vous le dis ici, à tous les acteurs du logement social. J'étais à l'USH au mois de septembre. Voilà, ils sont à l'attaque, autant que leurs moyens leur permettent. Ils ne sont pas tous dans une situation égale. Et honnêtement, la taxe foncière ne leur fait pas de bien. Comme prélèvement de cash sur les organismes de logements sociaux, on est quand même bien dans des proportions importantes. Ils sont vraiment à l'attaque. Vous avez vu, Nadia et Bruno étaient là, ils ont fait un travail remarquable l'année dernière. La Caisse des dépôts est montée à l'attaque. Donc vraiment, moi, je tiens à saluer ici, au fond, cet effet. Là, pour le coup, Éric Lombard a tenté de monter contre la conjoncture, donc ils ont fait leur boulot. C'est pas suffisant et on n'a pas vocation à vendre toute notre production, malgré tout, aux opérateurs du logement social qui eux-mêmes vont avoir des problèmes de financement. On avait un second gros tiers, c'était à peu près 38% sur les 5 dernières années, qui était des logements neufs destinés pour des ventes à des particuliers investisseurs. Alors ça s'est effondré. Et ça, alors l'effondrement est précipité. On y reviendra dans une minute parce que je voudrais vous montrer quelles sont les métriques au fond. Et en fait, c'est simplement, mais ça je vous le montrerai dans 2 minutes, c'est des questions de rentabilité. En fait, la rentabilité, la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation de la fiscalité, on vous montrera ça dans 1 minute, a au fond fait tomber la rentabilité du logement, qui n'est pas, comme certains l'expliquent, un investissement productif. Donc là, fait vraiment tomber. Et les investisseurs particuliers qui sont pleins de bon sens, quelquefois, ils préfèrent aller sur le livret A, ils sont à 3%, ils n'ont pas de risque, c'est liquide, ou alors d'autres offres, des obligations qui sont plus rentables, ou quelquefois des actions. On nous a dit que les investisseurs institutionnels allaient prendre le relais. Je crois que c'est comme ça que le ministre a dit, voilà, je pense que c'est pas très bien, vous savez, le Pinel, tout ça, c'est pas bien. L'investisseur particulier, c'est pas bien, ça n'entretient pas, tac, 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 parfait. Les institutionnels vont revenir. Moi, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas vu l'ombre d'un institutionnel à l'horizon. Et je vais vous montrer pourquoi. Simplement parce que le taux de rendement attendu est bien plus élevé que ce que peut leur donner le logement. Donc moi, je veux bien que les investisseurs institutionnels privés reviennent, les assurances, tous ceux qui ont des fonds, mais il va falloir leur donner du rendement. Moi, je ne sais pas comment on fait. Et puis, vous voyez bien que c'est ce sujet sur le débat qu'on peut avoir, nous, en tant que professionnels avec le gouvernement, c'est quand même bien ça qui est un peu le cœur du sujet, puisque... au fond, le président a dit à un moment que c'était un paradis fiscal. Je pense que les Français ne s'en sont pas aperçus. En tout cas, ils sont un petit peu réticents à aller dans ce paradis fiscal. Et du coup, comme il n'y a rien à faire, on ne fait rien. Mais sauf que ça s'effondre, et ça s'effondre encore plus en janvier. Le problème, c'est que ces investisseurs, quels qu'ils soient, moi je n'ai pas de religion, savoir s'ils doivent être particuliers ou institutionnels, mais c'est eux qui alimentent le bassin enfin du bail privé, de la location privée, qui elle est en train de se réduire par ailleurs grâce à la loi climat et résilience. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas décourager l'investisseur particulier qui achète un logement pour créer de la location et en même temps
aller vaillamment sur une loi climat et résilience, ce qui fait qu'il y a quand même des... Là, moi, je vois, à chaque fois, je regarde tous les mois, la part des biens qui sont en passoire thermique à la vente augmente, et aussi leur décote. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, parce que les acheteurs sont un peu méfiants quand même. Donc ça c'est ce qui a vraiment le plus effondré. On avait un dernier gros tiers sur les résidences principales. Lui, il se replie un peu moins. C'était 30%, c'était pas 50%. Alors, j'ai eu tout à l'heure Pascal Boulanger qui m'a dit que sur les investissements, ça s'était replié encore plus fort. On va voir les chiffres que l'on aura. Bon, je pense que sur l'investisseur en RP, il me semble que l'État a bougé pour le coup. Alors évidemment, c'est pas égalitaire sur le territoire, parce que vous savez que le PTZ, donc ça, je sais pas, moi je suis toujours un peu méfiante sur ces sujets-là. J'en comprends la métrique, mais je dis que ça signifie aussi, vous me connaissez, qu'on dit quand même à beaucoup de gens qu'ils ont droit à rien, et c'est plutôt en zone détendue que ça se passe. Bref. Restons en zone tendue. Donc en zone tendue quand même, je pense qu'il y a eu un mouvement intéressant du gouvernement sur tout ce qui était logement intermédiaire, du coup PTZ et Pinel pour ce qu'il en reste, puisque le rezonage qu'on a eu, c'était au mois d'octobre ou novembre, permet à plus de personnes d'avoir accès quand même au PTZ. Ils ont aussi changé les niveaux, donc également, il y a plus de personnes qui peuvent avoir accès au PTZ, et beaucoup de banques ont bonifié cet effet PTZ. Donc moi je me dis que évidemment ça n'est pas simple, mais en tout cas, et en tout cas ça n'est pas vrai en zone détendue où vous n'avez le droit du PTZ qu'en rénovation. Donc, clairement on vous dit que voilà, c'est uniquement de la rénovation, ça dépend où on se trouve, il y a des trucs, même la rénovation c'est quand même très cher. Mais en tout cas je pense que ça, dans les zones tendues, ça doit vraiment aider une partie des ménages à reprendre le chemin de l'accès à la propriété. Nous on fait notre job, vous le verrez dans quelques semaines, mais moi je vais serrer tous les coups chez Nexity pour abaisser le plus possible, mais vraiment le coût du logement, ça fait 6 mois qu'on y est, on se bat pour faire baisser le coût du logement. Donc c'est vraiment ça qui nous arrive aujourd'hui. Ce que je me dis aussi moi pour les résidences principales, c'est que malgré tout ces 2 dernières années, il y a eu aussi des augmentations de revenus. J'ai vu une étude intéressante de la BPCE qui disait grosso modo l'augmentation des revenus, ça va effacer à peu près la moitié de la perte de pouvoir d'achat immobilier. Les prix des logements n'ont pas augmenté, les revenus ont augmenté. Alors il faut savoir où les Français mettent cette augmentation de revenus. Il y a de l'inflation ailleurs par ailleurs, mais quand même, il ne faut pas oublier cet effet augmentation des revenus. Alors peut-être si vous le voulez bien, parce que du coup je me suis dit que la fiscalité de l'investissement locatif, la dernière fois on n'en avait pas parlé de façon détaillée. Et je trouve, alors Isabelle dit aussi, Isabelle qui a préparé ce thème, donc je préférais qu'elle soit avec moi, mais peut-être tenter de remettre un peu de rationalité dans le débat sur cette histoire de fiscalité de l'investissement locatif. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on le passe, c'est vous, merci. Donc voilà, on va parler d'investissement locatif, et je vais vous rappeler que moi je m'exprime comme producteur de logements neufs, puisque vous savez que je suis en train de céder, crise aidant, mes activités de service syndic, et que moi je ne détiens pas d'immobilier. Donc au fond c'est l'immobilier, c'est l'incitation à la production de nouveaux logements. Alors je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais on va les enfoncer ensemble. Au fond, l'attractivité, c'est dur à expliquer quelquefois, mais en fait, le logement, un investisseur, il est assez froid. On ne pense pas qu'il va faire du logement parce que c'est une belle chose à faire, ça doit arriver, mais il compare, il investit, et il compare le rendement de l'investissement qu'il ferait en immobilier avec d'autres types de rendements. Nos concitoyens sont devenus assez agiles sur ces sujets-là. Est-ce que je mets sur du livret A? Est-ce que je mets sur des obligues? Et les banques proposent ce type de produit. Est-ce que j'essaie l'action, alors qui est un peu plus risqué, mais qui existe? Et puis donc je vais vous montrer un petit peu comment nous on voit la réflexion d'un investisseur. Qu'est-ce qu'il met au fond autour de la table pour discuter de cet investissement, et vous verrez aussi que ça change au cours du temps. D'où l'intérêt, à mon avis, de mesurer en flux.
Parce qu'à un moment donné du temps, quelqu'un peut faire avec un taux d'intérêt très bas, un très bon investissement immobilier qui va durer dans le temps. Il n'a pas besoin qu'il soit bonifié en stock. Mais en revanche, le problème qu'on a là maintenant, là tout de suite, c'est que ça n'est pas un investissement rentable. Et donc, comme ça n'est pas un investissement rentable, ça décline. Alors peut-être le premier slide. En réalité, mais ça va vous rappeler des souvenirs, mais en réalité, quand un investisseur particulier ou institutionnel, on a tenté de les fondre un petit peu dans les mêmes graphiques, qu'est-ce qu'il regarde? Il va d'abord regarder évidemment le rendement brut, quel est le loyer. Et vous vous souvenez qu'en immobilier, le loyer, il peut être bloqué. C'est pas ce qui se passe pour les actions ou pour les obligations, c'est des lois de marché. Il va regarder ce qu'il anticipe comme plus-value à la revente. Il va d'autant plus investir que son impression, c'est qu'il va pouvoir gagner en valeur à la fin. L'effet de levier, c'est-à-dire l'intérêt qu'il peut avoir à investir en empruntant. Quand vous empruntez à 1% et que votre rendement est à 3,5%, votre effet de levier est très fort. Quand vous emprunterez à 4,5% et que votre rendement est à 3,5%, vous perdez de l'argent, il n'y a pas d'effet de levier. Évidemment, le risque, il y a le livret A est un peu risqué, et évidemment la fiscalité. Alors, quand on regarde ce qui se passait en 2021, on est en 2021, l'immobilier, c'est la courbe grise. Vous voyez qu'elle est au fond pas mal équilibrée. C'est-à-dire qu'on a un rendement brut qui est très élevé. Enfin, très élevé, en tout cas, c'est le plus élevé. À l'époque, vous voyez, les obligations en orange étaient très basses. C'était des taux très, très bas. Il y avait une anticipation de plus-value à la revente qui n'était pas monstrueuse, parce qu'on est déjà en 2021, mais qui est raisonnable. Elle existe. En tout cas, un fort effet de levier. Quand vous empruntez à 1 et que votre rendement est à 3,5, vous gagnez à tous les coups. Évidemment, l'idée que c'était un peu plus risqué quand même qu'une obligation. Et puis, la fiscalité était un élément très important, mais surtout grâce au Pinel, donc qui poussait un petit peu la rentabilité. Quand on regarde ce graphique, ce qu'on voit quand même, si on compare à l'action, par exemple, l'action avait à l'époque un rendement moyen un peu plus bas. Évidemment, vous savez bien, quand un investisseur met de l'argent en action, il espère bien que l'action va monter, c'est un de ses drivers. L'effet de levier était fort aussi pour ce bien-là. La qualité du risque était évidemment, c'est une action, c'est plus risqué, on le voit, mais le prélèvement, j'ai oublié le nom de l'impôt, comment ça s'appelle? Le prélèvement libératoire fait que c'est extrêmement intéressant, c'était déjà extrêmement intéressant à l'époque. Donc vous voyez que le gris rend au fond, ça dépend comment vous êtes, mais ça rend quand même, on peut considérer l'investissement immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a des caractéristiques différentes, mais ça se considère. Ça dépend de votre appétence pour le risque. Voilà. Maintenant, on est en 2024. Et regardez comment les courbes se déforment. Alors, qu'est-ce qui arrive? On a toujours un rendement, on imagine un rendement toujours à peu près de même nature. Les prix de l'immobilier n'ont pas augmenté, mais honnêtement, les loyers, pas tant que ça. Évidemment, plus aucun de nos acheteurs estime maintenant qu'ils vont faire une plus-value à la revente, à tort ou à raison, parce que on est à 10 ans là. Bon. Il n'y a plus d'effet de levier, ça c'est fini, puisque l'endettement coûte plus cher que le rendement. La qualité du risque n'a pas changé et la fiscalité s'est écrasée. Pourquoi est-ce qu'elle s'écrase? D'abord parce qu'il y a quand même le sujet de la taxe foncière qui rend quand même... moi je connais, vous connaissez vous un impôt local sur les dividendes ou sur les obligations? Enfin, ça n'existe pas. Et c'est un impôt, alors tout le monde me dit non, mais c'est un impôt qui a vocation à croître. Enfin, c'est mécanique. C'est la seule marge de manœuvre des collectivités locales. Comment voulez-vous que ça le fasse? Donc voilà où on en est. Alors nous on dit voilà, donc j'entends oui, on a dépensé beaucoup d'argent. Oui, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on prélève beaucoup sur le logement. Quand vous êtes un particulier, vous prenez l'IR, ce qui est assez classique. Vous prenez quand même une taxe foncière qui, dans certains cas, augmente très rapidement quand même, il faut se dire les choses. Et pour peu que vous ayez un peu d'immobilier, vous vous retrouvez avec l'IFI. Ça ne boucle pas. Enfin, donc je comprends qu'on est en paradis fiscal et que le Pinel a beaucoup coûté, mais quand vous êtes dans un... Enfin, voilà, moi, je ne sais pas me dire que ça. On ne parle pas du même moment.
Et je pense que ce qui est intéressant de montrer aussi là-dessus, sur l'investissement en immobilier, c'est que quand même, il y a des millésimes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que certains disent non, mais moi j'ai fait un investissement il y a 10 ans, c'est à 4%. Peut-être, mais c'était il y a 10 ans. Toutes les conditions étaient différentes. Et peut-être qu'il a vendu avec une plus-value. Mais là, dans le moment, c'est comme ça qu'on peut figurer géographiquement ou visuellement. Moi, j'aime bien les dessins. Comment est-ce que ça se passe ? C'est un drame. Hein. Moi, je pense que ça, c'est un drame. Parce que ça ne fonctionne plus. Et vous voyez bien que pour nous, c'est d'autant plus un drame que lorsque on décide de vendre au détail un immeuble, nous, on avait de façon absolument quasiment égale des investisseurs particuliers qui arrivaient et des résidences principales. Ça permettait de vendre dans des délais raisonnables. Maintenant, un immeuble, il ne se vend qu'à des RP, enfin, voilà, qu'à des résidences principales. Ça peut durer des années. Donc ça, je pense que c'est un graphique qui montre bien comment, dans le temps, au fond, l'attractivité de ces investissements s'est déformée. Et c'est de ça, vous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on convainc. Moi, c'est de ça, c'est pour ça qu'avec Isabelle, on fait des graphiques, vous allez voir ce qu'on a fait. On n'arrive pas à convaincre nos autorités que c'est comme ça, que le sujet est ici. Et honnêtement, je pense qu'il y a plein de choses qui vont, conjoncturellement, qui vont s'améliorer. Il y aura, pour les ARP, un peu de baisse de taux, nous on va faire des efforts, les banques s'y mettent, l'État a fait ce qu'il fallait sur le PTZ dans une danse. Je pense que des choses vont se passer. Mais là, c'est un effondrement continu et personne... Et je pense que dans l'esprit d'une partie du gouvernement, on est encore dans les années 2021. Voilà. Alors peut-être, donc ça, on vous le laisse, c'est parce qu'on a fait des choix, Isabelle pourra les exprimer, c'est vraiment toutes nos hypothèses, mais peut-être plus intéressant. Parce que moi, je pense que de plus en plus, il faut dire comment ça se passe sur le territoire. Donc Isabelle a fait un gros boulot. Alors on a choisi 3 types d'investisseurs, donc les particuliers qu'on avait historiquement, les institutionnels qu'on nous a promis en disant ils vont arriver en vrai, et les family office qui quand même étaient très présents sur les sujets du logement et qui se sont retirés avec l'IFI pour l'essentiel. Et donc Isabelle a fait le travail de comparer l'investissement le rendement qui était attendu par les investisseurs, quelle que soit leur catégorie, donc c'est la petite bulle rouge, et la rentabilité constatée aujourd'hui dans toutes ces villes. Alors, ce qui est intéressant, mais ça c'est un petit peu pour la petite histoire, mais nous on aime bien regarder ces sujets-là, c'est que vous voyez bien que la question, elle se pose en ampleur. Partout, le rendement n'est pas au niveau attendu, sauf à Bordeaux. Mais vous voyez bien que sur le territoire, il y a toujours un écart. Et cet écart, il est souvent plus grand pour les institutionnels, dont on nous a dit qu'ils étaient un peu l'avenir au fond de l'investissement, que pour les particuliers. Mais tant que ce sujet-là n'est pas réglé, on a un écart et on n'aura pas d'investissement dans l'immobilier. Alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que ça montre... moi, j'aime bien aussi ces choses qui sont très... On n'a pas fait Nice, on aurait pu. Mais c'est des choses... on a fait Dunkerque parce que le ministre me disait que lui, il avait un rendement à 4,5. Mais je lui dis, oui, tu as un rendement à 4,5. Il y a 10 ans, quand tu as investi, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui, mais c'est intéressant. Hein. Donc voilà, donc moi je vous laisse, hein, on peut faire d'autres villes. Et si vous regardez la page d'ensuite, alors, et on a tout voulu regarder, hein, l'écart en nombre, parce qu'il y a ce sujet Airbnb, comment ça marche, etc. Bah, c'est assez simple. Hein. Le non meublé, c'est ce qu'on a travaillé jusqu'à présent, qui est la colonne de gauche, et le tourisme meublé, c'est du Airbnb non classé. Si vous êtes classé, si vous acceptez de classer votre avantage fiscal est encore plus élevé. Mais vous voyez que, c'est marrant, c'est le seul, on a fait Paris et Lyon, mais pardonnez-moi, on pourrait faire d'autres, c'est quand même le seul investissement où le rendement que vous obtenez est supérieur au rendement attendu. C'est pas mal, ça. Et Isabelle me rappelait en voiture, elle me disait, c'est d'autant plus intéressant qu'on a calé nos simulations sur... C'est pas toute l'année, c'est combien tu as pris ? Non, on a pris un taux d'occupation de 7 mois sur 12, voilà, pour être raisonnable.
Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un particulier qui loue son bien en Airbnb, mais c'est pas un professionnel, hein, parce qu'après il y a toute la catégorie des professionnels. Mais là c'est juste le particulier. Et quand même, c'est là où c'est flagrant. Il ne loue pas toute l'année, mais comme il a un meilleur rendement, puisque ça vous rapporte plus, même en loyer, il n'y a pas de contrôle de loyer sur les Airbnb. Vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire. Voilà. Il y a peu de risques, il faut payer avant, et voilà, donc le risque est très faible. Et puis, vous le savez, la fiscalité est bizarrement incitative. Et donc voilà, c'est ça qui se passe. Donc on me dit, voilà, Airbnb, ben oui, comment vous dire, c'est le seul qui soit rentable, vous ne prenez pas de risque, ça c'est la rentabilité pure, vous ne prenez quasiment pas de risque, puisque vous êtes payé avant. Honnêtement, Airbnb a un très bon assureur, parce que quand même, si vous avez le moindre problème, les trucs vous sont remboursés, l'assurance a l'air très performante. Et c'est plus rentable. Donc tout ça est très normal. Et ce que me rappelait Isabelle, c'est que si c'est classé, on prend combien de rentabilité en plus ? Alors si c'est aujourd'hui, c'est-à-dire fin 2023, puisque on voit que quand même la loi est en train d'évoluer, mais si en fait on faisait classer en meublé touristique, on était à 71% d'abattement au lieu des 50%. Là on a pris 50% parce qu'on a considéré que c'était pour une histoire de comparabilité. Mais en fait, si vous poussez le raisonnement et que vous faites classer votre meublé, alors vous avez d'autres contraintes, bien sûr, mais vous arrivez jusqu'à un abattement de 71%. C'est quand même flagrant, hein. C'est quand même flagrant, hein. Ça, c'est en train de changer. Oui. Donc voilà, l'Airbnb, c'est juste ça. C'est juste que c'est très rationnel. Au fond, c'est des choix de nos concitoyens, très rationnels, beaucoup moins de risques, une rentabilité qui est même supérieure à la rentabilité attendue. Franchement, comment vous dire, alors on me dit non, mais c'est pas grave, on va aligner la fiscalité du tourisme meublé sur le non meublé. Mais là, vous n'aurez plus de location du tout. Comme ça, on sera tranquille. Enfin, moi, je pense que c'est pas forcément que nos concitoyens ont envie de louer en Airbnb. C'est juste que c'est plus rentable, moins risqué. Donc voilà, la messe est dite assez vite, hein. Bon, voilà, moi, ce que j'avais envie de vous montrer ce soir, dont on avait moins discuté la fois dernière. Parce que je trouve que ça, et on est dispo si vous souhaitez qu'on retravaille, parce que les amis, je connais la qualité des administrateurs du Sénat, et ça serait non, mais nous on est toujours d'accord moi ce qui me frustre vraiment, c'est que personne ne challenge jamais ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Isabelle et moi, dites-nous qu'on a tort, quoi. Je serais ravie. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, je dis des choses, je monte. Vous voyez c'est un boulot remarquable qu'a fait Isabelle pendant les vacances de Noël, parce que je voulais avoir ça en main pour moi-même bien comprendre ce qui se passait. Mais jamais personne ne nous dit votre calcul n'est pas juste. Vous ne prenez pas les choses de la bonne façon. Mais moi, j'adorerais. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, il y a un dialogue qui s'engage. Je dis, je replie, je m'en vais, il ne se passe jamais rien. Donc voilà ce que... à votre disposition pour partager les hypothèses, partager les calculs. Sur chacune des villes, on a fait des études de marché pour vous donner les métriques moyens, pour justifier en fait toutes les positions et les calculs qu'on en a fait. C'est des vrais cas. Et les hypothèses, y compris de persona, c'est-à-dire qu'en fait on a construit cet investisseur particulier avec des hypothèses. Donc on est à votre disposition pour vous les partager et pour vous donner tous nos calculs, toutes nos hypothèses. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, parce que je pense que c'est la question qui est la moins bien comprise, sur laquelle il y a de plus de fantasmes, et au fond quelques calculs qui sont pas simples, mais montrent, enfin je crois qu'on comprend en fait, et on est dispo pour faire avec vous d'autres villes si vous avez envie de regarder d'autres villes. Mais enfin, on voit quand même que ça va pas dans le bon sens. Voilà, je pense qu'on en a fait assez pour montrer que c'est quand même assez généralement. Et on voit une deuxième chose, c'est que quand même attirer des investisseurs, si on choisissait la voie de la fiscalité, attirer des investisseurs institutionnels en imaginant qu'ils veuillent y aller, puisque vous savez qu'ils ont des plafonds d'investissement en immobilier, chacun d'entre eux, et bien ça coûte plus cher d'aller chercher des institutionnels privés que d'aller chercher des investisseurs particuliers. L'écart de rendement est plus élevé. Voilà. Donc voilà ce que on souhaitait vous partager avec vous ce soir. Après, je suis vraiment dispo pour répondre à toutes vos questions sur Nexity, sur tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Amel, tu veux peut-être poser une question, puisque tu es contrainte un peu par le temps. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos apports et votre approche
très concrètes. Trois questions que je vais essayer de poser de façon courte. Vous m'avez interpellée sur la nécessaire baisse du coût du logement à engager. Vous êtes en pleine réflexion là-dessus et je pense que tous les professionnels savent qu'aujourd'hui c'est un impératif. Vous avez évoqué la nécessité de réguler bien sûr le coût du foncier. Je pense que pareillement, même si cela peut nous faire peur, on sait que ça va être nécessaire. J'aimerais vous entendre sur l'état de vos réflexions là-dessus. Nous parlons beaucoup et vous l'avez dit, il me semble, de parcours résidentiel grippé. Et bien sûr, l'offre locative privée joue un rôle là-dessus. Et j'aimerais évoquer en fait l'impact de la réglementation sur la lutte contre les passoires énergétiques que vous avez évoqué assez brièvement. Et je vais vous poser la question de façon un peu malicieuse, mais voilà, demain vous êtes ministre du Logement, que faites-vous ? Ça fait sourire, donc ça a marché. Et puis moi, je voudrais vous remercier aussi en fait sur le choix que vous avez fait de faire un zoom sur l'investissement locatif, parce que je pense que plus concret, on ne peut pas faire. Donc bravo en tout cas pour cette présentation. Ce qu'on nous oppose souvent, c'est le coût de ces des incitations fiscales, et puis finalement le nombre de logements que cela produit ou que ça nous permet de mettre sur le marché. J'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Vous avez en partie bien sûr répondu, mais ce qu'on nous oppose souvent, c'est ça. C'est quand on voit ce que ça coûte et finalement ce qu'on met sur le marché, bien sûr on fait fi complètement. Vous l'avez pas dit, mais vous avez raison, un investisseur, il raisonne de façon très froide. Voilà, rentabilité. Mais je le dis souvent parce que moi j'y suis vraiment fortement attachée, et je suis attachée à la promesse aussi républicaine. Il y a aussi l'autre attachement qui est de dire voilà, c'est la façon de se constituer un patrimoine. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, je pense qu'il faut mettre dans la balance, particulièrement dans le contexte que nous sommes en train de traverser dans ce pays. C'est des retraites, ça. Voilà, donc l'impact de retraite et de transmission. C'est ça, patrimoine, donc transmission, et bien sûr la retraite, qui est aussi pour moi un élément fort à mettre dans la balance. Là, on ne parle pas que de chiffres, mais vous avez raison, c'est aussi un élément fort. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'aurai peut-être d'autres questions, mais là, merci beaucoup encore une fois. Vous souhaitez que je réponde tout de suite ? Peut-être par rapport au coût de construction qui, inexorablement, amène une baisse des surfaces à destination, donc ça aussi on a vu pour les surfaces n'ont cessé de baisser par rapport à des prix aujourd'hui qui sont plus importants, mais on a moins de mètres carrés, et donc avec ce que ça peut se poser comme problème, en particulier sur les logements familiaux. Peut-être commencer par cette question, puis après dérouler les autres. J'attire votre attention cependant sur le fait qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup moins de petits, à la demande des maires, de petits logements. Sauf que c'est sur ces petits logements aujourd'hui qu'il y a beaucoup de tensions. Tout simplement parce que la décohabitation, l'augmentation de la durée de vie, les étudiants, qu'est-ce qui leur arrive ? Il n'y en a pas tant de ça de plus. C'est qu'autrefois, ils trouvaient dans le secteur privé à louer des T1 ou des T2 en 1. Et aujourd'hui, ils arrivent en compétition avec des jeunes qui commencent dans la vie active ou des gens qui décohabitent, qui ont des salaires. Ils n'entrent pas en compétition. C'est pour ça aussi. Donc moi, je pense qu'il faut aussi refaire un petit peu de petits logements. Parce que là, on en a fait beaucoup de grands, mais il en manque un peu de petits aussi. Et c'est là-dessus que sont les tensions aujourd'hui. La demande, elle apporte plutôt sur ces petits logements. Sur la nécessaire baisse du coût du logement, nous, chez Nexity, on est plutôt des guerriers. Donc, on dit ce qu'on a à dire, mais en fait, on se bat. Moi, je pense que malgré tout, et quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse baisser le coût du logement. Alors, il y a des solutions qui ne passent pas forcément par la baisse des mètres carrés de logement. De toute façon, avec toutes les réglementations qu'on a désormais, je pense que ce serait extrêmement compliqué, parce que dans le Pinel, on nous dit même de combien les balcons doivent mesurer, tout ça. Donc je pense que notre marge de manœuvre là-dessus est quand même assez faible. Dans un produit classique, France entière chez nous, le coût du foncier, c'est à peu près 23%. Moi, je ne vois pas beaucoup baisser le prix du foncier. Il y a moins de compétition délirante, mais enfin, je ne le vois pas baisser.
Et je pense que, alors tout le monde me dit que ça va baisser. Hein. Moi, je ne sais pas si dans le contexte du ZAN, un bien qui devient de plus en plus rare, son prix baisse. Non, mais l'économie peut nous faire des grandes surprises, hein, mais je ne sens pas cette histoire. D'où ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je pense que les mécanismes de marché ont quand même, les signaux prix ont quand même souvent beaucoup d'intérêt. Mais je pense qu'il va quand même falloir qu'on fasse attention. Et honnêtement, au CNR, j'étais plutôt une voix dissidente. Vous vous souvenez, le CNR dit il faut trouver des moyens c'était vraiment une sorte de consensus du groupe au moins de contrôler ou de surveiller les coûts du foncier. Moi, je me disais non, il faut que quand même le marché, voilà. Je suis, comme je vous l'ai dit, je suis revenue. Je me dis que quand même, c'est en train de devenir un bien vraiment spécifique, qui va devenir vraiment très rare. Enfin, donc. De nouveau, je ne sais pas quoi, mais je pense qu'il y a au moins commencé à observer, puis après, il y a peut-être des moyens de régulation. Mais ça, je crois qu'il faut qu'on soit très attentif. Après, on a à peu près 50%. Du coup, c'est vraiment le coût de construction. La moitié de ce coût de construction, c'est des coûts humains, c'est des salaires, je ne vois pas ça baisser. Après, c'est des intrants. Des intrants, je pense que ça peut baisser un petit peu quand même, parce que l'inflation est un peu passée. Je pense que certaines entreprises ont reconstitué leur marge. Hein. C'est ce que l'INSEE dit. Donc ça, je pense que ça peut baisser un peu. On voit les prix commencer à baisser un tout petit peu. Hein, sur le gros œuf, mais moi je me méfie un petit peu parce que chez Nexity on est très prudent sur les prix que nous proposent aujourd'hui un certain nombre d'entreprises. On ne veut pas qu'elles fassent des prix très bas pour gérer leur problème de trésorerie et faire des prix trop bas qui fait qu'elles ne tiendront pas le coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des patrons pris à la gorge qui peuvent accepter à un moment donné de prendre des marchés à des prix trop bas pour faire bosser ces équipes. Mais ça, il faut être très très vigilant. Parce qu'une boîte qui, au fond, tombe en faillite au milieu d'un chantier, d'abord, c'est pas une belle histoire, et pour nous, c'est terrible. Donc, on est extrêmement méfiant. Mais enfin, quand même, je pense que les coûts de construction vont au moins se calmer. Après, je pense que c'est aussi à nous, en tant qu'entrepreneurs, à faire le boulot. Comment est-ce que moi, je réduis mes coûts de fonctionnement ? Je suis vraiment complètement là-dessus. Hein. Comment je réduis mes coûts de fonctionnement ? Comment je réduis mes coûts de marketing ? Comment je suis plus efficace ? Et on regarde aussi la construction modulaire, avec une boîte auquel on s'est intéressé, qui est une boîte qui vient de la tech, qui nous permettrait d'avoir des appartements qui seraient RE 2020-2030 à des coûts inférieurs. Alors, c'est 3-4%. Hein. De nouveau, aucun mouvement ne crée un truc. Voilà. Enfin, à 3-4%, moi, je les prends aujourd'hui. Hein. Et c'est vraiment des choses qui sont vraiment très très belles. Nous, on les a présentées à quelques maires qui étaient un peu réticents. Donc, on a fait une expo à Paris. On leur a montré. C'est vraiment superbe. Je vous défie de me dire de l'extérieur que c'est de la construction modulaire. Vraiment, je pense que vous ne le ferez pas. Et la qualité de construction est une qualité industrielle. Donc ça peut être utile dans certains cas. Ça ne peut pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, voilà. Donc nous, en tout cas, à l'intérieur de l'entreprise aujourd'hui, et je pense qu'on annoncera un certain nombre de choses fin février, on est vraiment concentré sur qu'est-ce qui nous permettrait à nous de baisser le coût de construction. Bon, évidemment, si on réussissait à tenir à peu près les coûts de foncier et construire un peu plus, par définition. Voilà. Après, il va falloir aussi réexaminer le sujet des parkings. Des parkings coûtent très très cher. Une place de parking, ça vous renchérit. Nous, on s'était dit à un moment, on va tenter de vendre nos appartements sans vendre les parkings. Enfin, en même temps, vous retrouvez avec des parkings. Nous, on se retrouve avec des parkings en main. Donc moi, je pense qu'en simplification, il va quand même falloir regarder le plus souple sur le sujet des parkings. Sur le parcours résidentiel grippé, moi, je pense qu'il faut une politique globale du logement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui à la fois dire on lutte contre les passoires énergétiques et vous me connaissez assez pour savoir que je pense qu'il faut le faire. D'accord ? Je suis vraiment une militante de ces sujets-là. Moi, je suis convaincue que le temps nous est compté. Bon, enfin. Quand même, la loi a été votée sans qu'on ait une idée tout à fait précise de quoi on parlait exactement. Moi, je me souviens de la sortie il y a 2 ans en Ile-de-France des travaux de l'Institut urbain, là, qui est vraiment de très grande qualité et qui dit, ben voilà, en fait, les passoires thermiques, dans les 10 années qui viennent, c'est 50% du parc. Ah non, mais c'est pas du tout la même histoire, là. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas dire ça, tenir ça, ne rien faire sur les copropriétés. On nous a annoncé une loi
que personne ne voit venir, je vous le dis tout de suite. Alors il y a des trucs simples à faire quand même, hein. Il y a quand même des trucs simples à faire sans toucher au droit de propriété, sans que tout le monde s'évanouisse en séance. Enfin, il va quand même falloir qu'on fasse quelque chose, quoi. Et puis en même temps, dire qu'il n'y a pas besoin d'investissement en logement. Ça ne boucle pas, ça ne boucle pas. Et je pense que le problème de la politique du logement aujourd'hui, c'est vraiment ces tranches de saucisson. Je prends une tranche de saucisson, les passoires thermiques, c'est pas bien, aucun d'entre nous ne peut dire l'inverse. Il faut vraiment... Et c'est souvent ne pas comprendre la sociologie de ce qu'il y a derrière. Vous avez des grands propriétaires fonciers, je pense qu'ils ont tout à fait les moyens de faire. Mais tous ceux des classes moyennes qui ont fait un petit CIE ou un petit... ce sont souvent des femmes, pardonnez-moi mesdames, mais c'est vrai, qui arrivent dans nos agences, elles ont 70 ans, on leur dit bonjour. Donc elles pensaient qu'elles s'étaient faites une retraite, enfin avec leur mari, ils pensaient que c'était fait une retraite complémentaire. On leur dit, écoutez, pas de chance, vous êtes une passoire thermique, vous ne pouvez plus louer. Vous imaginez, c'est une retraite complémentaire, hein, nous, hein. Et puis on leur dit, si vous voulez reprendre, il faut faire des travaux. Et voilà, ça va vous coûter à la fin, alors je ne sais pas en combien en trésorerie, mais à la fin, je dis n'importe quoi, mais c'est l'ordre de grandeur moyen, 40 000 €. Et ça n'existe même pas en rêve, hein. Même pas en rêve. Et puis vous choquez quand même des gens, hein, qui n'étaient pas des propriétaires malhonnêtes, etc. Et ils découvrent leur... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je pense que tout ça, ça milite. Il faut des ordres de grandeur. Si on fait ça, il faut une vraie loi qui permet d'accélérer. Parce que moi je vous dis, il faut être un militant, il faut être un syndic militant pour faire de la rénovation thermique. Nous, on le fait, on s'est battu, on avance. Mais enfin, vous passez 3 ans à vous battre contre les moulins sans gagner d'argent. Il faut quand même être très militant, hein. Et sur l'investissement locatif, le coût du Pinel, oui certes, mais comment vous dire, moi j'ai envie de dire, faites-nous une flat tax comme vous le faites sur les dividendes et je ne demanderai plus rien, je ne demande pas de Pinel, je ne demande plus rien. Le Pinel, ça a l'avantage de gérer les trucs en flux quand même, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si vous faites en stock, ça peut, et que vous égalisez tous ces... Ça peut quand même coûter très cher à la fin du jour. Donc oui, le Pinel, ça coûte cher, mais que voulez-vous que je vous dise ? Moi, j'y peux rien. L'IR, plus la taxe foncière, plus les filles, l'État perçoit 90 milliards sur le logement. Et il verse 38 milliards, donc je veux bien que... Il n'y a jamais moyen de mettre ces deux chiffres face à face. Donc voilà, les réponses que je pouvais apporter à vos questions. Viviane, est-ce que tu as une question ? Quelques réflexions et questions aussi sur. Moi, je suis d'accord avec vous on peut plus passer d'avoir une vision systémique. On peut plus travailler en silo. D'un côté, le logement social. Je crois que plutôt que de parler de parcours résidentiel, il faut penser de parcours de vie. Quels besoins ont les gens à tel moment de leur vie. Voilà, de leur vie. Quand on est jeune, on n'a pas les mêmes besoins. Jeune étudiant, on n'a pas le même besoin que quand on est retraité. Je rejoins avec vous de l'investissement, le logement qui est un investissement privé pour certaines personnes. Vous avez raison, on le voit. Pour d'autres, c'est une assurance pour leur retraite. Mais bien sûr. Voilà. Et puis, parce qu'on sait aussi pas forcément pour le louer, pour un complément de retraite, mais quand on sait que lors de la retraite, quand on voit le coût du logement dans le niveau de vie, ce qu'on ne paye pas en loyer, on l'a en niveau de vie quand on a une petite retraite. Donc voilà, il y a ça aussi. Et puis la question, vous l'avez dit aussi, du transmission d'un patrimoine. On est tous, moi je vois, je suis devenue propriétaire en héritant de mes parents. Voilà, et j'étais dans une génération où cette idée d'être propriétaire, c'était pas forcément trop. Voilà, mais maintenant je suis bien contente d'avoir ça, et je suis bien contente de pouvoir le transmettre à ma fille et ainsi de suite. Voilà. Moi j'avais puisqu'on a parlé beaucoup des questions de fiscalité aussi, je suis d'accord qu'effectivement l'immobilier n'est plus un rendement suffisant. On voit beaucoup de personnes qui se désengagent. Je crois que l'impôt sur la fortune immobilière aussi fait que effectivement on a d'autres actifs qui sont plus rentables, et que ça a été c'est pas des bons signes. Voilà, d'avoir supprimé l'impôt sur le capital et d'avoir gardé celui sur l'immobilier. C'est étrange. Voilà, c'est étrange. Voilà, je suis d'accord avec vous. Voilà. Sur la question moi c'est la
question vous avez parlé aussi du fait des problèmes structurels. La crise du logement, elle est là depuis un moment, elle est là, et effectivement, elle s'est aggravée dernièrement avec ce que vous avez vu sur l'augmentation des taux d'intérêt, mais aussi l'inflation et cette conjoncture qui est là. Mais par contre, on a quelques discours de la part du Trésor notamment, qui semblent dire que la crise, elle est surtout là maintenant à cause de ces problèmes d'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt, et que la crise n'est que conjoncturelle un petit peu. On re-entend encore ce problème que la crise n'est pas structurelle. Il n'y a pas besoin de logement. Voilà. C'est tout le sujet du l'ouverture du CNR, non? Voilà. Cette présentation. Voilà, du Trésor qui disait. Et puis cette question par rapport à la fiscalité aussi, ce que vous dites, il faut, c'est Vergrit qui l'a dit, il faut sevrer le logement de la drogue fiscale. Voilà, il l'a dit texto. Voilà. Donc on est bien là vers un gouvernement qui est un petit peu, qui n'écoute, enfin qui est, sourd à tout ce qui est, qu'on le répète depuis un moment, que c'est une crise structurelle. Pour vous, donc, comment vous avez vécu en fait ce Conseil national de la refondation logement? Bon, je sais qu'on avait l'impression que vous aviez été très très frustré quand même de ce qui était sorti. Et là, du coup, est-ce que vous pensez que ce que vous avez proposé dans le CNR, les propositions, elles sont toujours d'actualité, mais est-ce qu'il ne faut pas proposer d'autres choses compte tenu que la crise s'aggrave avec cette conjoncture qui n'est pas bonne en plus? Et puis, la deuxième, vous voulez les impacts aussi de cette crise. Bon, vous en avez parlé sur les questions d'emploi dans la filière du bâtiment, sur la production, etc. On a les mêmes chiffres et que nous donne cette filière-là sur les pertes d'emploi et les entreprises. Mais vous, sur Nexity et les promoteurs en particulier, cette baisse d'activité, est-ce que ça peut entraîner aussi des difficultés chez les petits promoteurs de débit, et dans quelle dans quelle temporalité aussi, j'allais dire, et puis en termes de perte d'emploi aussi dans ce secteur-là, et qui moi, à mon avis, c'est inquiétant, parce que je pense que si on ne réagit pas rapidement, on mettra des années, voire des dizaines d'années à se remettre de cela. Je vais peut-être commencer si vous... Et quand bien même ce que nous disaient les intervenants de la table ronde précédente, c'est de prendre en compte quand même l'inertie du marché du logement. C'est-à-dire que même s'il y a des mesures qui sont appelées de nos voeux assez rapidement, souhaitons-le, pour autant, voilà, cette inertie fait que déjà l'année 2024, on le sait, elle sera compliquée et difficile. Alors peut-être commencer par la fin sur les promoteurs. Les promoteurs, ils sont aujourd'hui dans un marché qui s'effondre de la moitié en 2 ans. C'est ça notre réalité à peu près. Enfin, on va voir les chiffres que sortent la FPI, mais on était à 165 000 logements il y a 2 ans. Et là, on va être aux alentours de 80, 85 000. Oui, je sais pas. Enfin, je connais pas encore les chiffres. Enfin, voilà. Donc je pense qu'effectivement, et là je crois que les chiffres sont là, il y a évidemment beaucoup de petits promoteurs qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne vendent plus, en fait, ils ne vendent plus. Voilà. Et je pense que les gros promoteurs comme nous, on a tenu 23 en se disant qu'il fallait tenir parce qu'il y a un vrai besoin de logement. Enfin, moi c'est ça comme patron de boîte, c'est ça qui me déchire au fond, c'est que je sais qu'il y a besoin de logement. Donc moi, ce que je vais être obligée de faire, mais comme tous autour de moi, c'est détruire une partie d'appareils de production. Vinci a déjà annoncé, c'est Huillard l'a fait pendant ses vœux, même constat, il a dit, ben voilà, il n'y a pas de moyens, je vais lancer un PSE. Chez moi, la décision n'est pas prise simplement parce qu'on est en train de regarder comment on s'organise, etc. Mais c'est clairement une hypothèse qui est sur la table. Je ne peux pas vous donner les ordres de grandeur, mais ils sont conséquents. Une entreprise qui intervient de façon sur sur un temps assez long, et la crise elle est là depuis 18 mois, sur un marché qui se réduit de 50% et rien ne bouge, elle est vraiment obligée de se... Vous avez vu, hein, j'ai déjà vendu mes activités de service, de syndic, sur lesquelles nous étions très impliqués, pour me désendetter, parce que quand vous vendez moins en particulier, il y a moins de recettes qui rentrent, c'est pas... Voilà.
Et donc, on va être obligés tous de prendre... donc, le moment des promoteurs, c'est maintenant. Voilà, je pense qu'on vraiment on a tenu, on s'est dit c'est pas possible, il va se passer quelque chose, etc. Il ne se passe rien. Donc voilà, on va le faire maintenant. Et derrière nous, il y aura le BTP. Et le BTP, c'est 6 mois après, à mon avis. Ça va être assez massif. Hein. C'est normal. Le marché, c'est un marché qui se réduit de 50%. Vous en connaissez beaucoup, vous, des marchés qui se réduisent de 50%? Moi, on ne comprend pas comment il n'y a pas une réaction. Et c'est un peu comme sur le nucléaire. Hein. Moi, je fais cette comparaison. C'est-à-dire que, nous, on va faire ce qu'on a à faire. On ne peut pas apporter on ne peut pas avoir des outils de production gréés pour un marché 2 fois plus grand. On peut tenir un peu. On l'a fait. Parce je pense qu'on était tous convaincus qu'il y avait quelque chose à faire. Maintenant, on va être obligé d'en tirer les conséquences. Puis on détruit un outil de production que je vous promets qu'on aura vraiment du mal à... Parce qu'on va perdre des jeunes qui vont aller sur d'autres métiers. Le métier de la promotion n'est pas un métier facile. Hein. Obtenir un permis en ce moment, c'est quand même un grand moment. Hein. Il faut être un guerrier. Il ne faut pas décourager parce que sinon, vous n'y arrivez jamais. Vous ne l'obtenez jamais du premier coup. Donc voilà, donc, moi je l'ai dit, hein, je pense que ça va être assez massif. On l'a dit, on le dit depuis octobre 2022 quand même. Hein. Moi j'avais dit en octobre 2022 que vu les... c'est faire juste un peu d'économie et 3 règles de 3. Hein, et je pense que ça va être plus lourd que ce que je prévoyais à l'époque. Plus massif. Et ça va durer. La baisse des taux, on ne sait pas quand est-ce qu'elle intervient. Elle ne va pas régler ce problème-là. On va perdre un point de taux et je ne sais pas combien de temps ça va se refléter vraiment dans les taux d'intérêt, dans les traits d'intérêt immobiliers. Quand on dit qu'on a un énorme problème sur l'investissement particulier, on nous répond mais que nenni, il faut vous sevrer de je sais pas quoi. Enfin, c'est terrible. Hein. Je vous avoue que dans le secteur, entendre ça quelquefois, c'est juste. C'est la réalité, elle est là. Je peux pas la montrer mieux que ça. Effectivement, on a de l'aide fiscale, mais on est surfiscalisé, que je vous dise. Moi, j'attends avec impatience que les dividendes se prennent une taxe, comment dirais-je, une taxe locale et qu'on remette l'ISF. Ça va aller beaucoup mieux hein, pour l'immobilier. Non, mais là vraiment, donc honnêtement, entendre ça, c'est plus qu'agaçant, ça fâche. Ça fâche. Parce que la réalité, elle est celle-là. Les propositions, elles seraient plutôt sur la fiscalité que vous feriez, les nouvelles propositions par rapport... Moi, de nouveau, il y a des propositions, il y en a partout sur la table. C'est un concours l'épine de propositions. Ça ne sert à rien de faire des propositions si on n'est pas d'accord sur le diagnostic. Oui, moi, tout le monde a des propositions. J'ai écouté tous les jours en disant Véronique qu'on a une bonne idée. Honnêtement, si le gouvernement pense qu'on est aujourd'hui dans l'investissement sur un paradis fiscal, c'est pas la peine de faire le concours l'épine. Et, honnêtement, moi, là pour le coup, j'ai confiance dans nos administrations. Si on leur dit le diagnostic, c'est vraiment ça, il n'y a rien à dire. On a besoin de plus de logements, je ne sais pas combien, puisque voilà. Bon, le problème va se régler assez simplement. On a de très belles administrations qui savent faire ce qu'il faut. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Le CNR, il y avait plein de propositions partout, tout le monde en fait partout. Moi, je dis que vraiment, le diagnostic est important. Est-ce que oui ou non, on a besoin de logements? Est-ce que oui ou non, on a besoin d'alimenter le secteur du bail privé? Et après, on déroule. Hein, je pense que... Qu'est-ce qui vous a empêché au CNR de faire ce diagnostic? Mais nous, on l'a fait. On l'a fait, tout ça, c'était là. Mais simplement, on n'a jamais eu... Ce qui est très étonnant, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas être capable d'enclencher une vraie décision. Une vraie... Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, moi, je me souviens, je suis allée partout. On avait passé des dimanches à faire des fiches pour montrer les sujets... Et moi, j'espérais simplement qu'un jour, quelqu'un me dise « Tes fiches sont fausses. Ce que tu dis est faux. » On m'a dit « Non, mais on ne partage pas le même diagnostic. » Mais d'accord, très bien, mais dis-moi. Et on peut pédaler dans la semoule très longtemps. Hein. C'est-à-dire que vous y allez, on l'a fait, tu es témoin. Moi, j'ai produit un nombre de fiches. Vous voyez ce qu'on essaye de faire. On se dit ce qu'on racontait. Travail de grande précision. Et c'est pas clair. Donc, moi, je suis sûre que je fais la même chose dans certains ministères demain matin. Il ne se passe rien. Personne me rappelle en disant mais ton calcul n'est pas juste. Alors, moi, je suis... vous voyez ce que je veux dire? Donc, et donc, on n'arrive pas...
j'ai entendu Bruno Le Maire l'autre jour qui me dit c'est très cher, ce serait mieux si je les faisais moi-même, ou etc. Je ne sais plus ce qu'il a dit au quotidien. Comment vous dire, moi je ne sais pas, enfin, je sais pas quoi faire là. Tout est là, en fait, tout est là. Mais ça ne, on ne. Est-ce que c'est parce qu'on considère véritablement que ce n'est pas une priorité? Moi, je pense que plus largement, ouais. Moi, je pense que, si vous voulez le fond de ma pensée, moi, je pense que ce qui me frappe beaucoup de l'extérieur, et vous allez voir des analogies à ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que la parole, au fond, des entrepreneurs du monde du privé n'est pas du tout prise en compte. Nous sommes des lobbyistes. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc les lobbyistes, c'est pas bien. Oui, on est des lobbyistes, mais on dit aussi des choses. Je pense que ce qui se passe en ce moment, j'imagine très très bien, là, je le vois, je le vis moi. La FNSEA a dû dire quand même, voyez ce qui se passe. Les haies, vous pensez que les haies, il fallait que les tracteurs montent sur Paris pour régler les problèmes des haies? En vrai? Non mais j'y crois pas moi. Donc moi je pense qu'il y a de ça. Il y a aujourd'hui c'est-à-dire que cette parole, vraiment quand c'est obligé, ils nous écoutent, ils nous reçoivent très poliment, il y a 17 personnes, on est vraiment écoutés, mais il n'y a jamais personne qui est rebondi sur ce qu'on a dit. Et moi mon bonheur absolu serait que quelqu'un me dise ton raisonnement est complètement faux. Tu sais pas compter. La fiscalité, c'est pas ça. Mais moi je serais ravie. Isabelle serait ravie aussi. Mais non, ça ne se passe jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, on n'arrive pas. Pourtant, vous voyez bien, je me suis exprimée, etc. Mais il ne se passe. Mais alors, ça fait 18 mois, il ne se passe en réalité jamais rien. Parce que, regardez, hier, quand on lit la double page dans la Tribune, le crash immobilier, enfin, je veux dire, les médias aujourd'hui quand même relaient, et voilà, même ça ne change rien, ça n'interpelle personne. Enfin, personne au niveau de l'exécutif. On verra bien ce que dira Gabriel Attal demain, mais ça va être noyé dans un ensemble de le problème aussi, c'est que quand même, donc il y a un problème structurel qui est là, une politique de l'offre qu'on nous a annoncée brillamment, dont je n'ai jamais vu le début du commencement d'une réalisation. Et donc je pense qu'une partie du gouvernement est restée bloquée sur cette politique de l'offre qui ne bouge pas par ailleurs. Les simplifications, vous tout réglez partout maintenant, ça j'ai bien compris, mais n'entre pas dans la crise conjoncturelle avec l'idée peut-être que la crise conjoncturelle va au fond régler un certain nombre de sujets, et des acteurs qui vont disparaître, une nouvelle économie va naître. C'est ça, oui. J'attends avec impatience la tête de la nouvelle économie dans les conditions fiscales et financières qui sont les nôtres aujourd'hui. Non, c'est pour moi avec mon histoire. C'est vraiment étrange. Et vraiment, on a tenté de démontrer ça, on a tenté mais je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle et de ne jamais... Vous voyez ce que je veux dire, faire un bout d'encoche quelque part. C'est Parce que ce qui est fou, c'est que quand même aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé, tous les acteurs, vous parlez quand même tous de la même voix, même si sur certains points, vous n'êtes pas tous d'accord. Mais nous, on a fait une table ronde au niveau de la Commission des affaires économiques, depuis Christophe Robert, que vous connaissez forcément très bien, jusque bien sûr aux promoteurs, à la Fédération du bâtiment, à l'USH, aux agents immobiliers. Enfin, je veux dire, on a quand même une unanimité de voix qui sont portées en disant et malgré tout, je veux dire, là il y a eu l'Alliance pour le logement, donc tout le monde se démène, tout le monde essaye voilà, nous, les politiques, autant que faire se peut, en tout cas ici au niveau du Sénat, ça fait quand même un moment aussi qu'on alerte sur tous ces sujets. Je pense que les mots de Gérard Larcher ont porté quand même. Hein. Oui. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer le poids de la représentation nationale. Elle est forte. Et je pense que le fait que Gérard Larcher parle du logement... Oui. Oui, et c'est ça, même pour nous, ça a été un moment, on s'est dit, tiens, enfin, quand même, le terrain bouge, et le président du Sénat, je pense que quand même, ça a eu un vrai impact. Hein. On espère, de jamais sous-estimer le poids du Parlement. Oui. Jamais sous-estimer. Oui, même s'il est un peu malmené, pour autant, mais vous avez raison, il faut encore garder. Et c'est vrai que, voilà, quand dès le mois d'octobre, après le renouvellement du Sénat, il m'a dit, bon, il faut que la Commission des affaires économiques se saisisse de ce sujet. Voilà, c'est pour ça qu'on veut aller assez vite, mais bon, en même temps, en ayant quand même la possibilité d'entendre le plus d'acteurs possible, pour peut-être à travers... alors, je sais que l'Assemblée nationale réfléchit aussi. Il y a pas mal de travaux qui partent un peu sur plusieurs sujets. Mais l'Assemblée, elle est beaucoup... Hein, oui, l'Assemblée, pour ce que j'en vois moi, il y a la mission qui a été confiée sur le rendement locatif. Oui. Ça. Tu en vois d'autres ?
Oui, c'est plus sur des thématiques à chaque fois. C'est pour ça que nous, il nous a dit vraiment crise du logement et essayons d'être force de proposition. Donc on va tout faire pour, et en s'appuyant bien sûr sur vos témoignages. Mais moi, je pense vraiment que s'il y a une voix du Sénat sur le diagnostic, la réalité, simplement, oui. Déjà, c'est beaucoup. Hein, et puis porter quand même de façon transpartisane, hein, ça c'est important sûr, aussi, parce qu'on peut avoir quelques divergences sur certains points, y compris avec Viviane, mais quand même, globalement, on voit bien. On l'a constaté partout. Le logement est quand même assez consensuel. En tout cas, je pense, ou alors on est arrivé dans des systèmes où les sujets ne sont traités que lorsqu'ils sont en crise aiguë, ce qui peut être aussi un... Non, mais ça peut être aussi un sujet. Hein, là, je vous rassure, les tracteurs ne sont pas encore sortis, mais enfin, au mois de septembre, entre les Français et le BTP, on sera vraiment arrivé très loin. Mais oui, je pense qu'il y a cette frustration, qu'il n'y ait pas de mots, il n'y ait jamais de mots sur ce qui se passe en réalité du président. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit là Il a dit oui, il y a une crise du logement, les promoteurs sont sous tension. Honnêtement, il y aurait que nous sous tension, ce ne serait rien, je vous le dis. Les Français sont aussi un peu sous tension et le BTP l'est aussi. Oui. Donc ça commence à faire un mélange un peu plus dangereux. Donc oui, je pense que comme beaucoup de secteurs dans ce pays, on a envie aussi qu'il y ait des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Il y a des mots aussi pour les Français. Moi c'est ce que je disais ce matin, ou ce que j'ai voulu faire ressortir dans l'entretien de la Tribune. On est en train de bloquer toute la France qui bouge. Les gens, moi c'est pas grave, je peux attendre, je suis là où je suis depuis 20 ans, il n'y a pas d'urgence. Mais en revanche, tous les jeunes qui veulent faire des études, les jeunes qui veulent bouger pour trouver un boulot, qui veulent faire des stages, tous ceux qui veulent avoir des enfants. Moi, j'attendais, quand le président a dit on a un problème démographique, honnêtement, j'attendais un peu bêtement le sujet du logement. J'ai fait un peu tomber de ma chaise. Donc le problème, c'est un sujet. Hein. Moi, je me souviens quand on était jeune, savoir si on avait les moyens d'avoir une pièce en plus, c'était quand même un vrai sujet. Tout ça n'existe pas. Tous ceux qui décohabitent, tous ceux qui veulent bouger pour trouver du boulot, et ben tous ceux-là, ils sont dans des difficultés. Alors sauf s'ils ont beaucoup d'argent, là, dans ce cas-là, tout va bien. Mais la plupart des Français qui veulent bouger sont dans une difficulté très importante. Ils ne peuvent pas bouger. Il n'y a plus de logements sociaux disponibles. Les baux privés sont en train de diminuer. L'accession à la propriété. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas dire que la France va bouger si on empêche tous ceux qui sont en capacité de bouger sur le territoire. Ça n'existe pas. Voilà, vous l'avez compris, ma conviction sur ce sujet est toujours aussi forte. On n'en doutait pas. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, si on a besoin, on reviendra vers vous. Et en tout cas, merci de nous avoir consacré ce temps extrêmement précieux dans votre emploi du temps et dans vos nombreuses obligations et responsabilités. Nous comptons sur vous. Oui, on va essayer d'être à la hauteur d'un certain nombre d'attentes, ou en tout cas d'apporter des réponses. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au plaisir.